Bonjour, alors c'est un grand plaisir pour moi de présenter, d'introduire Sandra Moussampès dans cette 16e édition des enjeux de la littérature organisée par l'AMEL, ici au Théâtre du Vieux-Colombier. Ce sera une des propositions du Centre Pompidou qui est partenaire de cette programmation. Et donc, évidemment, pourquoi Sandra Moussampès? Parce que depuis plus d'une vingtaine d'années environ, eh bien, Sandra Moussampès s'offre à nous comme une des figures importantes, remarquables, je dirais, de la poésie contemporaine. Et cela pour deux raisons. D'abord parce qu'elle développe depuis des années une exploration du féminin, une exploration profonde du féminin, qui donne à la fois son actualité et en même temps sa profondeur, évidemment, à ce travail. Depuis Vestiges de fillettes, l'une des premières publications en 1997, en passant par Sunny Girls en 2015, qui est notamment inspiré par le film Spring Break de Harmony Korine, et puis jusqu'à aujourd'hui Cassandre à bout portant, publié dans la très belle et prestigieuse et importante collection de poésie portée par Yves Dimano aux éditions Flammarion. L'autre raison, et qui fait une raison propre venant à l'attachement très fort que j'ai pour l'œuvre de Sandra Moussampès, c'est tout simplement qu'elle installe la poésie, même d'une manière plus générale la littérature, dans un bain intermédial, on pourrait essayer d'appeler ça. C'est-à-dire, au fond, elle place la littérature de plein pied avec les autres arts, de multiples croisements qu'elle forme. Quand Victor Hugo, avec lequel Sandra Moussampès entretient des relations un peu spectrales, quand il titre depuis Guernesey certains poèmes de ses contemplations, eh bien, moi j'adore quand Sandra Moussampès titre depuis un film hollywoodien tel ou tel poème, comme si le film n'était pas simplement un produit culturel, mais était véritablement un lieu à habiter et même peut-être à hanter. Et donc, c'est ce visage résolument contemporain, c'est cette dimension, je dirais, plurimédiale d'une littérature qui se nourrit de photographies passées et présentes, d'art contemporain, qui se nourrit aussi beaucoup de cinéma, qui se nourrit évidemment aussi et qui se développe aussi d'une dimension sonore, puisque Sandra Moussampès régulièrement, je dirais, vocalise en quelque sorte les textes à plusieurs voix, qui donne évidemment toute la spectralité à son entreprise de littérature. Alors aujourd'hui, pour des raisons simples et techniques, eh bien, on aura une lecture simple mais importante de ce nouveau recueil, Cassandre à bout portant, qu'on est très heureux de recevoir et d'écouter. On l'écoute, c'est Sandra Moussampès. Merci. Merci Jean-Max. Merci. Héroïne. Lilith, Iphigénie, Émilie, Cindy, pleines de grâce qui êtes aux cieux, offrent leur visage à leurs 4 doublures aux prénoms modifiés, réencodés ici par des voix fluettes. Posture à même le sol, entravant son angle de perception, robe de chambre rose fantôme, dès que les non-dits ont repris du poil de la bête. Mascara sous les yeux, preuve des paroles photographiées, petite phrase étendue sur le sol, tout près de l'actrice embaumée. Dans ce cas, il faut l'évincer. Nous conviendrons d'1 heure. Il faudra vous munir d'un outil, une arme blanche ou un protocole social. Sa meilleure facette était son goût immodéré pour les cookies à la violette. Je ne veux pas que tu pleures, je veux que tu tournes en boucle comme ce passage vu et revu de la scène des 2 femmes qui ne se connaissent pas mais se rencontrent pour la 1000e fois. La vivacité d'esprit n'est pas un sentiment facile à photographier. Cette façon dématérialisée de se tenir couché sur la moquette épaisse suggère une appartenance corporelle. Je composais inlassablement le numéro jusqu'à ce que personne ne réponde. La doublure, photographiée par son modèle, devient plus tard elle-même une photographe célèbre qui exigera une demande en mariage avec une tige de métal pour écrire sa liste de constatations. La dictature du happy end.
des robes blanches en attente, décimées, au détriment d'autres robes blanches enfilées, une seule affinité commune, exacte réplique d'une véranda grand standing dont les invités rêvent d'emboutir les vitres. Virgin Suicide Lithium Girls. Le groupe de sœurs blondes peut aussi se comprendre comme conglomérat d'adhésion à une pensée commune. Une seule version pour ce 5 créatures briefées avant l'audience, selon que je procède à la désintégration d'une des sœurs, il en reste toujours une avec l'esprit de l'autre. Où sommes-nous? Quel jour sommes-nous? Dans la chambre de la maison abandonnée, en pleine forêt, l'armoire délabrée convoque des souvenirs de robes à smock et des musiques planantes. Une seule règle, c'est toujours moi qui chante. J'ai vu des tiroirs bien plus insidieux se vider de souvenirs anodins et l'essentiel d'une vie se déverser sous nos souliers. Cette extorsion de pensée a un petit raccord sans conséquence au film que je vais maintenant situer dans le temps. Vous ne verrez rien au montage, ni après. Il faudra le reconstituer à l'intérieur de votre esprit, dans une chronologie inversée. Si vous souhaitez obtenir cet élément du puzzle, cela sera le film du film du film du film du film le plus cher du monde, explorant la similarité des chevelures et la vengeance intime. Une des sœurs ayant repéré une paire de ciseaux. J'ai voulu couper une phrase dans mon esprit avec des ciseaux, repenser à quelque chose de court, mais rien ne venait. Puis a fini par revenir me parler dans une forêt cylindrique. Finalement, j'aurais dû proposer une autre version. Finalement, un miroir vivant est une cérémonie de frayeur et de dentelles animées. Finalement, je ne sais pas. Finalement, c'est pas trop mal. Finalement, ça ira. Ils en ont vu d'autres au musée des vitres embouties. Finalement, arrêtons de flipper, puisqu'un autre miroir en préparation sera finalement enduit de résine, puis posé sous un arbre témoin d'un monde extérieur, finalement révolu. Le poème prolixe. Un poème est une façon de tresser des fissures dans un hôtel rempli de fantômes. Assise sur un lit gonflable, suturée de rustine, la chambre décolle et me ramène à bon port. Que peut-on voir d'un visage effacé dans le miroir? La forme vivante de la passion amoureuse ôte à l'audace poétique sa morosité prévalente. Si le vécu est symbolique, l'écrit ne se doute pas des modes de diction. J'ai des cheveux qui évoluent, un teint qui reste pâle, ce fardeau assumé, je suis l'ancien et le nouveau, n'est pas un acquis poétique. Processus. Dorénavant, la logique de l'absence, aller là où il ne faut pas pour revenir au poème, y aller. Juste avant de commencer le poème suivant, ce moment contenu dans le poème et le poème qui en découle. Je suis entrée dans l'esprit du poème que je convoite. 1 minute après, je suis désœuvrée.
la porte vivante. Ne pas mélanger la vie et le poème. Le poème, la vie avec la vie, le poème et seulement le poème, donne sur une porte suivante. La vie et le poème ne peuvent en aucun cas se toucher, juste parfois se frôler. Contrairement à ce qui se dit sur les poèmes et les portes. Le temps de l'écriture est sur l'expression « tourner la page ». Voici la petite fille cornée comme une page. Tu l'ouvres, tu la déshabilles, ou tu la prends avec toi. Tu lui donnes à manger avec une fourchette ou la tranches dans la longueur. Tu lui confies une page, elle s'y étale et se replie avec la page. Tu l'écrases en refermant le livre. A priori, elle n'est toujours pas morte. Elle se déplie avec les mots. La maison de phrases liquides est sa demeure principale. Un rayon lumineux s'attache davantage aux maisons-voix qu'aux sujets invertébrés. Comme une anguille, la petite fille perd un crime et le récupère. C'est la poésie réduite en poudre noire, puis retravaillée en pâte vivante avec un peu d'eau. Chaque pose, dans un univers donné, répand une odeur mystique qu'on retire sans pincette d'un temple au-dessus du temps. J'en ai pris conscience. Je n'en ai pas pris conscience. En plongeant mon cœur comme une fourchette dans une mémoire fixe, en aspirant les traits des convives présents lors de la scène finale. Maison hachoir. Une assiette de langue et 2 couvertures de neige séchée font office de cadeau de bienvenue. Sachez converser avec l'ennemi. Prenez sa robe de lichen, ouvrez-la, glissez un tournevis. Soyez vous, moins vos mères, vos tantes, vos sœurs, vos grands-mères. Gardez votre père. Recrachez-les dans un embryon incolore en retirant chaque pic à la pince à épiler. Soyez une petite plante carnivore qui se déguste elle-même dans un liquide rouge. En frappant la violence devient une hostie au confessionnal, mariée à la prunelle de ses yeux par un corps fantôme. C'est le premier chant anesthésié d'un visage en dentelle. Au pays des cerfs-volants envoûtés, sachez tenir votre ouvrage par son aiguille. Tant que le fœtus reste gélatineux, sa mère lui murmure une berceuse. La dignité frémit dans une casserole d'eau bouillante et finit par former un visage à mettre en bocal et servir plus tard sur un miroir humide. Je pendrai ton visage et j'enfoncerai des ciseaux dans ton dos. Je fus invitée à toucher ton sexe comme une chose dure et crue. Même si tes yeux comportent d'autres yeux sédatifs, le diaporama de toute une vie scotchée sur la partie médiane de ton regard, c'est la fonction de la page, tunique médicamenteuse. Je congèle tes paroles sur un mur de ciment. Quand tu reviendras les chercher, tu auras oublié ce sonnet dithyrambique sur la face cachée de ton existence. Je te soumettrai à une expertise dans une petite pièce encore remplie de chaînons. Sexe ou paroles flottantes sur l'eau d'un lac. J'appelle au secours avec un sentiment de noyade qui n'est pas justifié. J'aime les profondeurs et je sais parfaitement nager. Poésie cyclique vaut pour assassinat du passé. Va te faire foutre, mais n'en fais pas trop. C'est juste le décor d'une histoire personnelle avec des femmes, des animaux, des maisons, une vallée.
La tournure des choses ou l'apparence d'un nuage sont des actes isolés sans compréhension mutuelle. Ce sonnet part dans tous les sens, c'est le moment de le faire exploser. En expirant par ma bouche, toutes sortes de traumas murmurés. Je les expulse, je les réinjecte, des années sortent avec les rapaces. Je suis assise mais pas maîtrisée. J'ai un pistolet lance-roquettes. Va placer ma réalité dans une boîte piégée. Tu verras, j'en sortirai intacte, avec des bruits urbains pour fond sonore. La première prise sera la bonne, en tant que phrase silencieuse liée aux retrouvailles. Je suis une fenêtre panoramique. Je t'installe sous mes yeux dans le sonnet. Parmi les mots, je dois retourner chaque lettre pour te trouver. Et quand je te retrouve, j'entends une explosion de faible intensité. Radiateur, crème de miroir, objet pensif. Si j'écoute une boîte rose me contredire, cela me berce. Si j'ouvre cette boîte, je trouve un haut-parleur dans une autre boîte et ainsi de suite jusqu'au modèle microscopique de boîte sans parole. Je me mangerai moi-même, alors en tant que boîte rose et cervelée qui n'a pas veillé à rallumer le congélateur. Soit une petite boîte rose confinée qui doit se taire, soit la luminosité ambiante captée par les boîtes enrubannées. Une petite fille à l'intérieur de la boîte rose se réveille, à l'intérieur d'une autre boîte, volée. Elle est massacrée par sa mère à coups de ciseaux. C'est en mangeant une tomate cerise dont le jus a jailli sur le miroir, juste devant mes yeux, que j'ai réalisé ce que représentait une mère hachant menu sa fille devenue mère. Un radiateur peut causer une fonte rapide ou l'alibi d'une plaie mortelle. La crème de miroir s'étale sur chaque boîte survivante et des objets pensifs en sortent sans arrêt, sans trouver le reflet qui leur appartient. Lilith et Cassandre encastrées. Mi-prose poésie, posée sur une diva comateuse. Nous sommes des carnivores affalés dans un télésiège à siècles. Le réel s'étale en glue terrestre dans une campagne fantasmée, de dos, de profil, tandis qu'une fausse blonde aux yeux vides me poursuit de ses remarques obturées. L'actrice brune construit un discours énigmatique sur les sœurs de mots. Jumelles dizygotes aux ongles vernis noirs, Lilith et Cassandre encastrées. J'aimerais être ce marque-page retrouvé entre deux poèmes vivants, habitant ma chevelure et nettoyant mes pensées à l'eau salée. C'est un travail en cours, agréé par les soins d'une rivale bénie. Miroir vocal. Une autre façon d'appréhender la musique sans les notes. Dès le début de la chute, fait office de lien entre notre perception propre et la psyché des acteurs. Pris dans le métabolisme de la pulsation d'ensemble, les décideurs assermentés, les influenceurs déguisés en brochures de vacances, le parfum ambiant fruit de la passion, une coach séquestrée dans son propre diagramme, devenue mandala pour chemin de vie mainstream. La suradaptation a de fervents adeptes, stage très prisé au magasin des normalités. Vie sur mesure, confort et certitude assurée, disait la documentation sur le meilleur placement des rêves. Et allant même de son expressivité, mais sans les chichis convenus d'une communication appuyée de type « le monde appartient aux sans-affect ». Si l'actrice est aussi rousse que son père avec un nez savamment raboté typique de Los Angeles,
Comment fera-t-elle pour filmer le ciel obscur sous un soleil californien? L'actrice de la scène finale a gardé le teint pâle d'une Irlandaise vêtue d'une jupe et caraco rose. Son ancienne meilleure amie, allergique au gluten, mixe des olives noires et tache sa nouvelle robe. Nous entrevoyons le flux des visages en surbrillance. L'histoire de la peur entre ennemis sirotant une sangria dans une atmosphère de syncope. Le miroir renvoie une image de robe de plus en plus rose, de plus en plus pâle, frénétiquement repassée, puis froissée et boueuse à la fin, dont on ne s'aperçoit plus des rayures. En visionnant Nosedive, épisode de la série Black Mirror. Si le texte s'éloigne des dialogues, s'il s'extrait de la page imprimée, les retombées psychiques de cet instant sont une façon surnaturelle de raturer une héroïne, de la faire exploser en plein vol, quand le poème s'arrête de lui-même. Recueillir les vibrations de cet amour où du séisme provoqué revient au même. Deux femmes brunes en train de quémander, une attention, en train de danser sur la table. L'une écrit, l'autre lit à voix haute. Elles sont cousines de corps décousues par leur timbre vocal. Tu lèverais les yeux au ciel en formant des mots avec tout ce que tu n'as pas encore dit. Voilà, merci.